D'après le Wall Street Journal, certains responsables de l'administration Trump ont jugé en privé que les États-Unis ne pouvaient plus mettre pleinement en œuvre leur plan d'urgence pour défendre Taïwan. Et non, ce n'est pas à cause de quelque chose que la Chine aurait fait. En réalité, c'est à cause de ce qui vient d'être lancé dans le Golfe Persique. En quelques semaines de guerre avec l'Iran, les États-Unis et leurs alliés ont consommé plus d'intercepteurs que la production mondiale ne peut en fournir en plusieurs années. Les systèmes censés protéger les villes contre les missiles en approche à Séoul, à Riyad, à Tel Aviv, dans près de 24 pays, dépendent tous de la même chaîne d'approvisionnement américaine. Et cette chaîne d'approvisionnement était déjà en difficulté avant que le Moyen-Orient ne sombre dans le chaos. Pendant la majeure partie des 3 dernières décennies, la défense antimissile faisait partie de ces choses qui fonctionnaient simplement, sans faire de bruit. La raison pour laquelle les gratte-ciel continuent de s'élever dans des endroits situés à portée de personnes qui préféreraient qu'ils ne le fassent pas. Ce qui se passe lorsque les munitions viennent à manquer est une question que, jusqu'à très récemment, personne n'avait vraiment eu à se poser. Aujourd'hui, la situation est bien plus que sérieuse. Pour la première fois depuis longtemps, les alliés américains craignent de ne pas pouvoir se défendre efficacement en cas de guerre majeure. Au moment où le cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël et l'Iran est entré en vigueur le 8 avril, Washington avait tiré entre 1000 et 1430 de ses intercepteurs défensifs Patriot sur des missiles et drones iraniens en direction de pays du Golfe et au-delà, ce qui représenterait environ la moitié de son stock d'avant-guerre. Le Patriot est le plus connu, mais il n'est qu'une partie d'un écosystème plus vaste sur lequel les États-Unis et leurs alliés comptent pour intercepter les menaces à différentes altitudes et vitesses. Dans les autres catégories d'intercepteurs, la situation était similaire ou pire. Une analyse récente du Center for Strategic and International Studies estime que les États-Unis ont utilisé entre 190 et 290 missiles, THOR sur un stock d'avant-guerre de seulement 360. Selon les estimations les plus élevées de leur analyse, cela signifie qu'environ 80% ont disparu. Les intercepteurs SM-3 ont connu un sort similaire, avec plus de 30% du stock d'avant-guerre utilisé, et les stocks de SM-6 ont encore diminué de 10 à 23% supplémentaires. La situation empire dans les États du Golfe, qui essuient la plupart des frappes. Les Émirats arabes unis, ciblés par près de la moitié des frappes iraniennes, avaient utilisé environ les 3/4 de leur stock d'intercepteurs. L'Arabie saoudite et Bahreïn, quant à eux, étaient au-dessus de 85%, et une estimation de Bloomberg indiquait que le Qatar était, à un moment donné, à seulement 4 jours d'épuiser ses réserves. Le Pentagone et la Maison-Blanche ont tous deux resserré les rangs pour insister sur le fait qu'ils disposent de plus qu'assez de ressources pour tenir face à tout ce que l'Iran pourrait lancer contre la région, et il y a des raisons de croire qu'ils disent la vérité à ce sujet. Les inquiétudes au début de la guerre concernant le risque que les monarchies du Golfe se retrouvent complètement à sec sont devenues plus ou moins caduques, car les frappes aériennes ont permis de réduire le taux de lancement iranien d'environ 90% à la fin du premier mois. Mais terminer cette guerre, quoi que cela puisse signifier à ce stade, est complètement différent d'être prêt pour la prochaine. Ces stocks n'étaient pas pleins au départ, les États-Unis ayant déjà transféré plus de 600 intercepteurs Patriot à l'Ukraine et à d'autres nations alliées depuis 2022, une diminution qui a attiré discrètement l'attention à Washington. C'est la guerre de 12 jours de l'été dernier, baptisée Opération Rising Lion, qui a transformé cette attention en véritable inquiétude. Pour bloquer les missiles iraniens lors du conflit, les États-Unis ont lancé environ 150 intercepteurs, soit un quart des stocks de Washington, et 80 autres intercepteurs. Standard missiles. Au moment où Epic Fury a commencé 8 mois plus tard, aucun d'entre eux n'avait été remplacé. À ce stade, il est clair que les États-Unis et la plupart de leurs alliés rencontrent des difficultés concernant leurs stocks actuels. La question est donc de savoir à quelle vitesse ils peuvent en produire plus, et c'est là que cela devient vraiment terrifiant. Ces choses ne sont pas simplement assemblées à la chaîne en une après-midi. Chacun d'eux est un missile guidé high-tech à part entière, avec des composants qui prennent plus d'1 an à fabriquer du début à la fin. Les États-Unis produisent actuellement environ 50 intercepteurs Patriot par mois sur leur sol. Pour situer, les forces américaines ont tiré près de 400 intercepteurs au cours des 16 premiers jours d'Epic Fury, soit 8 mois de production consommée en moins d'1 mois. THORD, c'est pire encore. Selon Wes Trombach du CSIS, aucun nouvel intercepteur THORD n'a été livré dans les stocks américains depuis juillet 2023, soit une interruption de production de 30 mois qui précède entièrement la guerre. Et même aujourd'hui, la production reste inférieure à 100 unités par an. À ce rythme, il faudrait 3 ans pour remplacer les intercepteurs utilisés lors d'Epic Fury, à condition de ne pas en utiliser d'autres d'ici là. Cela s'explique par les priorités budgétaires et la volonté politique. Durant la guerre froide, les défenses antimissiles répondaient à un autre type de menace.
Un petit nombre de missiles balistiques de pointe dans un échange bref et décisif, avec les intercepteurs comme dernier recours. Certains systèmes, tels que le Patriot, datent des années 1970, quand la crainte concernait une frappe massive soviétique. Ce barrage de drones et de missiles, devenu caractéristique des conflits au Moyen-Orient et au-dessus de l'Ukraine, n'était sur le radar de personne. Mais même avec la volonté politique, ce n'est qu'un obstacle franchi. Il reste à trouver des entreprises dotées des installations et du savoir-faire pour construire ces systèmes, alors que la base industrielle chargée de cette tâche a été vidée de sa substance depuis des décennies. Les systèmes de propulsion de ces missiles ne sont plus fabriqués que par 2 entreprises américaines, contre 6 avant, partageant des fournisseurs et dépendant d'une seule source pour l'un des produits chimiques clés nécessaires à l'allumage du propulseur. Malgré tout, Washington tente d'accroître la production depuis avant Epic Fury. Le Pentagone a signé cette année plusieurs accords cadres pour tripler ou quadrupler la production de chaque grande catégorie d'intercepteurs. Il a supervisé la pose de la première pierre d'une usine de munitions en Arkansas en janvier et négocié un accord de 500 millions de dollars avec Honeywell pour accroître la production de composants. Même ainsi, cela va être une bataille extrêmement difficile, qui de façon réaliste s'inscrit dans une perspective de fin de décennie et non dans les prochains mois. Étant donné à quel point les approvisionnements se sont fortement raréfiés, des responsables auraient contacté des entreprises allant de GM à Ford en passant par GE pour discuter de la conversion d'usines de fabrication civile en installations de production, au moins partielles de composants de missiles. De toute évidence, c'était la première fois que Washington demandait aux constructeurs automobiles d'envisager de réaménager leurs usines pour la production de munitions depuis la Seconde Guerre mondiale, et ce fait, plus que tout autre, vous dit probablement tout ce que vous devez savoir sur la façon dont les responsables comprennent en privé la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Maintenant, avant que nous n'entrions dans ce sujet, je suppose juste un mot rapide à propos de notre nouveau site pour les abonnés, Frontstock Company, qui est la plateforme pour du contenu bonus approfondi sur la France, Warfronts et l'arrière. Chaque semaine, nous diffusons 2 vidéos exclusives et au moins 2 articles d'experts détaillant les conflits qui façonnent notre monde. En gros, si Warfronts s'adresse à l'amateur éclairé, Fronts est pour le passionné de conflits qui sommeille en chacun de nous, une façon d'aller un peu plus loin dans les détails que ce que nous pouvons nous permettre sur la chaîne principale. Par exemple, nous avons notre podcast hebdomadaire de 90 minutes sur tout ce qui concerne le Moyen-Orient, des articles rédigés par des experts sur des sujets comme les limites des chars tortues, ainsi que nos vidéos hebdomadaires de la salle de briefing pour vous informer sur toutes les guerres obscures qui passent sous le radar des médias. Mais pas les nôtres. Écoutez, si vous aimez ce que nous faisons ici et que vous souhaitez nous voir aller plus en profondeur, Frontstock Company est fait pour vous. Cela ne coûte que 5 $ par mois ou 50 $ par an. Et maintenant, revenons à ce pétrin dans lequel nous allions nous plonger. Faire ses achats ailleurs. Maintenant, si vous regardez ceci depuis l'extérieur des États-Unis ou du Moyen-Orient, vous pourriez penser que tout cela n'est pas vraiment votre problème. Malheureusement, ça l'est bel et bien. Près de 24 pays utilisent des intercepteurs américains comme principale défense antimissile. Et en dehors du Japon, où Mitsubishi construit sous licence des Patriots, dans le cadre d'un accord vieux de plusieurs décennies, toutes les grandes architectures de défense aérienne alignées sur les États-Unis, dans le monde, dépendent d'une chaîne d'approvisionnement qui passe principalement par l'Arkansas, l'Arizona et l'Alabama. Pour ces pays, il n'y a pas de fournisseur alternatif. Si Washington fait défaut, eh bien, en bref, ils sont foutus. Lors de l'opération Epic Fury, cet accord a été testé et les résultats sont loin d'être rassurants. Jusqu'à 48 intercepteurs auraient été retirés de la Corée du Sud et déplacés vers le Moyen-Orient en mars dernier. Même si Séoul a sans doute tout tenté pour s'opposer à cette décision, le président Lee Jae-moon a reconnu lors du Conseil des ministres le 10 mars. « Nous avons exprimé notre opposition, mais nous ne pouvons pas imposer pleinement notre position. » Fin de citation. Et cela laisse des pays comme la Corée du Sud face à une question évidente. Si vous ne pouvez pas compter sur Washington pour laisser vos intercepteurs là où ils sont, vers qui d'autre pouvez-vous vous tourner pour en acheter ? Pour être juste, il existe des alternatives, mais leur historique n'inspire pas assez confiance pour miser la défense de votre pays là-dessus. L'Iran a bâti presque toute sa défense aérienne sur le système S-300 russe, exporté par Moscou vers une vingtaine de pays, dont le Venezuela. Nous vous laisserons deviner à quel point ils ont tenu le coup. Plus récemment, Téhéran a également tenté de développer son propre système national, le Bar 373, et il n'a pas eu beaucoup plus de succès, même si Téhéran a affirmé qu'il était responsable d'avoir abattu d'un chasseur américain F-15 début avril. La Russie possède une version modernisée, le S-400, qu'ils assurent être cette fois la véritable solution.
Bien qu'il ait surpassé le S-300, cela revient surtout à franchir ce qui est probablement le seuil le plus bas imaginable, et ce n'est pas non plus de beaucoup. Déployé sur le front en Ukraine, Kyiv a détruit plusieurs batteries et fait voler des drones et des missiles Storm Shadow à travers les zones de couverture du S-400, souvent sans difficulté. L'Inde fait peut-être exception ici. Elle a beaucoup utilisé du matériel russe et affirmé que le système a bien résisté face à l'armée pakistanaise l'an dernier. La principale offre d'exportation de la Chine, le QG-9, a une réputation similaire. Lors de cette même confrontation entre le Pakistan et l'Inde l'année dernière, Pékin soutenait en réalité l'autre camp. Cela n'a cependant pas eu beaucoup d'importance, car les frappes indiennes auraient pénétré les défenses aériennes pakistanaises avec une relative facilité. Pour faire court, aucun de leurs états de service n'est vraiment un gage de fiabilité. Cela suppose que des pays veuillent acheter ces systèmes, ce qui devient incertain vu les coups politiques de l'alignement sur Moscou ou Pékin. La Turquie est en quelque sorte une étude de cas ici. Bien qu'elle soit membre de l'OTAN, la Turquie a décidé d'acheter des systèmes russes S-400, ce qui a entraîné des sanctions rapides contre Ankara et leur a valu d'être exclus du programme F-35 en 2019. Si les systèmes russes et chinois ne suffisent pas, qu'est-ce qui reste disponible ? Eh bien, le Danemark a répondu à cette question en avril en devenant le premier client export d'un système franco-italien conjoint, un accord que les responsables de la défense danois ont explicitement justifié par des délais de livraison américains jugés trop longs. Le système entre en service cette année et son fabricant vise une production de plus de 300 intercepteurs par an d'ici 2028 contre environ 80 à 100 en 2024. La famille allemande Iris-T, déjà utilisée avec succès par l'Ukraine, est aussi en cours de montée en puissance. Une nouvelle installation a ouvert en janvier, mais près de 75% de la production sont envoyés en Ukraine, retardant la montée en puissance de l'Allemagne. Donc dans quelques cas, il existe des alternatives, mais elles sont soit non testées, soit produisent encore moins d'intercepteurs que les systèmes américains. Mais la plus grande question est peut-être celle-ci. Comment les États-Unis de tous les pays se sont-ils retrouvés dans un tel état d'impréparation ? Comment les règles ont changé ? Il faut se rappeler qu'aucun de ces éléments n'était considéré comme une crise auparavant, même avec une faible production d'intercepteurs. On ne supposait tout simplement pas qu'il serait un jour nécessaire d'en avoir un si grand nombre. Pendant la guerre du Golfe de 1991, par exemple, Saddam Hussein a tiré environ 88 missiles Scud sur Israël et l'Arabie Saoudite en l'espace de 6 semaines, et cela était considéré comme une provocation extraordinaire. C'était aussi le bon vieux temps. Tout cela provenait du fait qu'il était extrêmement coûteux de rechercher, concevoir, puis produire des missiles balistiques à grande échelle capables d'atteindre réellement leur cible. Encore dans les années 1990 seuls, quelques pays étaient bien capables de le faire. Si l'on se projette jusqu'à aujourd'hui, et c'est un tout autre monde. Un seul drone Shahed iranien coûte désormais entre 20 000 et 50 000 $ par unité. Bien qu'il existe des alternatives moins chères aux intercepteurs pour abattre les drones, tous les pays n'y ont pas encore investi, contrairement aux Ukrainiens. C'est ainsi qu'on en est arrivé à voir Bahreïn et d'autres pays utiliser des intercepteurs valant des millions pour abattre des drones assemblés pour une fraction de ce prix. Plus important encore, de nombreuses nations produisent désormais massivement des missiles balistiques décents, le coût étant le facteur clé. Fondamentalement, il est bien plus facile de tirer quelque chose dans la direction générale de son ennemi et d'espérer le meilleur que l'inverse. De suivre la menace entrante, d'analyser précisément sa trajectoire, de calculer la trajectoire nécessaire pour l'intercepter, puis de lancer effectivement l'interception, tout en corrigeant la trajectoire en plein vol. Cela dit, il ne faut pas croire que cela a été un changement aussi radical que notre accélération pourrait le laisser penser. L'Ukraine est à l'avant-garde de ce nouveau type de guerre depuis 4 ans. La Russie, alliée de longue date de la République islamique, a lancé des milliers de drones de type Shahed et ses propres missiles de croisière contre des villes et des infrastructures ukrainiennes, et le calcul des intercepteurs est devenu très vite catastrophique. Il n'est pas viable pour une armée de tirer des intercepteurs à 1 million de dollars sur des drones à 20 000 $, et ni les États-Unis ni l'Europe n'ont pu suivre le rythme des besoins en réapprovisionnement. Cela a surtout été ressenti à Kiev, qui dépendait vraiment de ces systèmes, et ils sont ainsi devenus très efficaces dans leur propre lutte anti-drone. Leur système utilise des imprimantes 3D pour fabriquer en série des drones intercepteurs capables de poursuivre et heurter un drone Shahed, pour un coût de 1 000 à 2 000 $ l'unité, début 2026. Les forces armées ukrainiennes en recevaient plus de 1500 par jour, et contrairement aux intercepteurs russes ou chinois traditionnels, coûteux et encombrants, ceux-ci affichaient un taux de réussite supérieur à 70%,
Quand l'opération Epic Fury a débuté et que le Golfe a réalisé le risque de pénurie totale de munitions américaines, ils ont appelé Kiev. Fin mars, Zelensky était en Arabie Saoudite pour signer des accords de défense de 10 ans avec le Royaume et le Qatar, tandis que les Émirats arabes unis étant censés faire de même. Bien qu'il s'agisse d'une véritable avancée et que Washington ainsi que le reste du monde devraient y prêter plus d'attention, surtout compte tenu des pénuries persistantes, cette nouvelle approche se limite essentiellement aux attaques de drones. Malgré leur ingéniosité, les Ukrainiens n'ont pas encore trouvé de solution économique et évolutive contre les missiles balistiques. Nous sommes donc revenus à la case départ. Du côté des intercepteurs, il y a un peu d'espoir qui vient du Japon. Mitsubishi fabrique des Patriots sous licence depuis des années, mais les restrictions à l'exportation d'après-guerre empêchaient toute expédition. Cela a changé lorsque Tokyo a révisé les règles à la fin de 2023 et l'année dernière a vu la toute première expédition arriver aux États-Unis. Il ne s'agissait que d'une dizaine de missiles, une goutte d'eau dans l'océan, mais si d'autres nations alliées disposant de la capacité industrielle pouvaient commencer à produire leurs propres intercepteurs dans le cadre d'un accord similaire, eh bien cela pourrait finir par mener quelque part. Israël est le seul pays à avoir démontré une véritable indépendance en construisant, sur des décennies et avec des milliards de dollars investis, la seule architecture de défense antimissile complète non américaine, efficace lors de nombreuses crises. Le dôme de fer pour la courte portée, la fronde de David pour la moyenne et Arrow pour le volet le plus sophistiqué. Pourtant, même ce système pliait sous l'assaut iranien à la mi-mars. Certaines estimations indiquaient une efficacité de la flèche tombée à environ 80%, avec les FDAT utilisant des systèmes de niveau inférieur dans des rôles pour lesquels ils n'avaient jamais été conçus. Ça a fonctionné en quelque sorte. Les taux de pénétration iraniens ont effectivement augmenté au fur et à mesure que la guerre avançait et ont causé des dégâts importants lors de quelques frappes, comme à Dimona. Heureusement, assez de lanceurs ont été détruits pour stopper la phase aiguë des frappes avant que la situation n'empire. Penser pouvoir toujours détruire l'infrastructure de lancement ennemie avant que ces tirs ne submergent vos défenses aériennes n'est pas une stratégie intelligente. Depuis près de 3 décennies, les pays protégés par les États-Unis considéraient la défense antimissile comme acquise. Parfois ça marche simplement. Un missile qui passe est rare quand on attaque vos villes. Cette technologie a sauvé d'innombrables vies et bénéficie à beaucoup dans le monde. Mais si ces intercepteurs viennent à manquer avant que les chaînes de production ne rattrapent la demande, la réalité de ce qu'est vraiment la guerre va s'imposer de nouveau avec violence. Et en ce moment, les chiffres restent sacrément inquiétants. Merci d'avoir regardé.